Je vais commencer par inviter les panélistes à présenter leur entreprise, donc le nombre d'employés, où ils sont situés, faire un petit topo de leur entreprise pour qu'ils vous les présentent. Je vais commencer par Mme Bouffard. Bonjour à tous. Nous, à la base, c'est ça. Maintenant, je suis directrice générale des boucheries Face de Bœuf. À la base, on est producteur de bœuf sans hormones, sans antibiotiques. Donc, nous, on avait un désir de vouloir passer vraiment notre bœuf directement faire la chaîne complète. Donc, pour pouvoir se limiter les impacts sur les prix au niveau des veaux, ces choses-là. Donc, vraiment, ça a commencé, le projet a pas mal commencé en 2008, quand on a fait l'acquisition d'un parc d'engraissement qui allait nous permettre de pouvoir faire la finition de nos veaux dans la bouche. Donc, au lieu de les vendre à l'encan, 600-700 livres debout. Donc, là, ça nous permettait de faire vraiment la chaîne complète. Puis, on voulait aller aller un petit peu plus loin, de pouvoir détailler nos carcasses nous-mêmes. Donc, c'est comme ça ce qu'on a fait sur 2 ans environ. Par la suite, en 2010, bien, on a eu la chance l'occasion d'acheter une boucherie d'un de nos clients à qui on vendait des carcasses de bœuf. Donc, ça a commencé en 2010. Face de Bœuf a vu le jour en 2010. Fait que ça, c'était vraiment la première boucherie qui nous permettait de faire vraiment là, le lien complet à part l'abattage. Donc, on a commencé tranquillement comme ça. Par la suite, en 2015, 5 ans plus tard, on est parti vraiment une nouvelle succursale à zéro à Earscliff, qui se trouve à quelques minutes de notre ferme d'élevage. Puis, l'année suivante, en 2016, on a ouvert une 3e succursale, celle-ci, la 2e à Sherbrooke, pour pouvoir nous permettre encore plus d'écouler le bœuf directement de notre ferme. Donc, voilà où ce qu'on en est rendu. On est rendu avec une 35 employés, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ce qu'il y en est. Donc, bonjour. Moi, je m'appelle Patrick Pinard. Je suis copropriétaire des boucheries Clément-Jacques qui sont nées à Sherbrooke. Cette année, c'est le 40e anniversaire de la boucherie. La première est venue au monde dans l'est de la ville. On a eu une 2e succursale qui est apparue en 1989, quelques rues à côté, dans laquelle j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, au début des années 90. La 2e succursale est née quelques années après, début des années 90, à Jacques-Cartier, coin King Jacques-Cartier à Sherbrooke. Puis, c'était le Clément Jacques, le fondateur, et mon père qui étaient partenaires là-dedans, qui ont fait un mariage d'affaires qui a duré environ 20-25 ans. Au début des années 2000, on a commencé à faire les transitions père-fils. Donc, moi, j'ai pris la relève de mon père au coin King-Est à Sherbrooke, et le fils à Clément Jacques a pris la relève au coin Jacques-Cartier. Les 2 entités ont été séparées pendant quelques années, même si on a continué à travailler ensemble au niveau du marketing, mais l'opération se faisait vraiment de part et d'autre. Les pères ont pris leur retraite en 2010, donc je suis devenu seul propriétaire de ma boucherie jusqu'en 2013, où j'ai choisi de faire une fusion avec un groupe qui était plus de la région de la Rive-Sud de Montréal. Donc, je suis passé en 2013 d'une succursale à 6 succursales, et rapidement, on a pris un projet dans la région de Québec d'opérer les boucheries à l'intérieur des jardins mobiles, pour ceux qui connaissent la région. Et ça a été un flop financier parce que les jardins mobiles ont fait faillite l'année d'après. Donc, on a rapetissé nos opérations, et maintenant, aujourd'hui, on est à 5 boucheries stables, 65 employés. En parallèle à tout ça, il y a eu l'apparition d'un permis C1, d'une vocation plus transformation alimentaire qui est à la succursale de King-Est, celle que j'ai dirigée pendant quelques années, où à laquelle on fait notre propre charcuterie maison, nos jambon cuit, bacon, jambon toupie, croûtons, sauce à spaghetti, etc. Donc, ce volet-là prend beaucoup d'ampleur dans l'entreprise, et on est sur un projet en 2019 là, qui devrait se concrétiser d'une usine.
Je pense que ça fait le tour. Personnellement, j'ai fait du bénévolat, donc j'ai été président de plusieurs organismes, notamment un club de gymnastique, une chambre de commerce, et puis je viens d'embarquer dans l'association des détaillants en alimentation à titre d'administrateur, et puis on est en train de partir un comité boucherie, d'ailleurs, que fait où je te parle. Donc, c'est ça. Je suis Pascal de chez Pascal Le Boucher. Nous, on est vraiment une petite boucherie de quartier. On est 7 employés maintenant. On a commencé 3 il y a 2 ans et demi. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on est ouvert. On a commencé 3, là maintenant on est rendu 7 temps plein avec 2 autres sous contrat, des contractants plutôt. Bref, je peux parler un petit peu de mon passé pour vous expliquer la particularité de la boutique qu'on a, de la boucherie. C'est que moi, je suis né dans le domaine de la boucherie avec mon père. J'ai évolué dans ce milieu-là. C'était pas une passion pour moi d'être boucher. C'était la facilité, c'était ça. C'était d'aider la famille avec l'entreprise. J'ai évolué, j'ai étudié dans plein de domaines et vers la fin, je me dirigeais vraiment en communication, en environnement. Pour moi, peu importe le métier que j'allais faire, c'était important de créer des comportements positifs, de changer un peu les choses, de ne pas rester les bras croisés. C'est ça que je voulais faire. Donc, la boucherie, ça ne s'enlignait pas nécessairement pour être quelque chose que je pouvais me rapprocher. Mais c'est vraiment à l'université, en étudiant en environnement, que j'ai suivi un cours hors programme qui s'appelait Gastronomie et Société, qui a mené à un certificat en gestion de la gastronomie. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé que la consommation de viande, mais l'alimentation en général, ça touche beaucoup de choses. Ça va toucher des notions d'agriculture, oui, d'identité locale, de culture, d'économie, l'environnement. Tout ça, c'est un acte qui est quand même assez intéressant. Donc, c'est là que j'ai eu le déclic, que je me suis dit, OK, je m'en vais en boucherie. Il y a le problème de la viande, de tout ce qui est empreinte environnementale et compagnie, les conséquences de la consommation de la viande sont là. Je vais aller attaquer ça de l'intérieur, tant qu'à être à l'extérieur, de le dénoncer. Donc, c'est pour ça que... Et j'avais aussi une partie de moi qui trouvait triste de ne pas continuer ce savoir-faire-là, parce que des métiers des bouchers, il n'y en a plus. J'ai hérité d'un beau savoir-faire que finalement, j'allais tourner le dos jusqu'à temps que je trouve ma propre personnalité là-dedans. Donc, j'ai transformé l'entreprise familiale avec les années pour aller vers cette direction-là. On a commencé à travailler avec des plus petits producteurs, se questionner sur ce qu'on vendait. Mais moi, plus j'évoluais, plus je devenais pointu, plus j'en savais, plus je voulais aller encore plus loin. Donc, on est arrivé à un moment donné à un constat où j'ai quitté l'entreprise familiale et j'ai parti une boucherie à Montréal, dans le quartier Villeray, où les raisons d'être, c'est de travailler uniquement en circuit court avec des petits producteurs. D'ailleurs, je trouve ça vraiment le fun. Il y a peut-être plus de la moitié de mes producteurs qui sont dans la salle, donc c'est vraiment le fun. Bonjour, à part ça. C'est ça, donc on travaille directement avec eux. Je vais visiter les fermes plusieurs fois dans une année pour maintenir le contact, pour savoir ce qu'on offre. Donc oui, on veut les animaux qui ont été élevés soit au pâturage à l'extérieur, un accès au plein air, qui vont manger ce qu'ils sont supposés manger aussi, de vraiment avoir une production qui se rapproche de comment on devrait consommer de la viande un peu plus durable. Après ça, on se rend compte que l'agriculture, c'est quelque chose que j'apprends à tous les jours, c'est d'accepter aussi de naviguer dans plein de zones grises. Tout le monde a des opinions différentes, tout le monde a une façon de voir les choses, et moi, dans tout ça, je suis un boucher juste vraiment passionné qui veut faire les choses correctement. Donc, moi-même, j'évolue là-dedans à tous les jours, c'est super intéressant. Donc, on est une équipe de passionnés à la boutique. On se retrouve avec des problématiques. Justement, on fait uniquement de la carcasse. Il n'y a aucune boîte à la boucherie. On n'a pas le choix. Si on veut travailler avec des petits producteurs, il faut acheter la carcasse au complet. Donc, les bœufs rentrent en entier, les porcs, les poulets, c'est que des poulets en entier qui rentrent. Donc, c'est beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de désossage à faire, beaucoup de gestion, parce qu'on se retrouve avec la même problématique que vous, les agriculteurs. C'est-à-dire, quand on a vendu nos 2 bavettes, c'est fini. C'est vraiment de confronter la clientèle que, oui, il n'y a pas une étalage pleine de bavettes, mais si vous voulez être le roi de ce que vous consommez, c'est que vous allez être obligé de cautionner ce type de production-là. Si on veut manger de façon différente, c'est ça. On a un animal. À la boutique, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise tout, du museau à la queue. On minimise le gaspillage au maximum. Avec le gras animal, on va faire des savons, n'importe quoi. On va vraiment rien jeter. On se retrouve avec les mêmes problématiques de gestion que vous dans vos congélateurs. Fait que, en gros, ça ressemble à ça. On a vraiment une mission de communication le plus transparent possible. Voilà. La deuxième question, j'aimerais ça, on va profiter du fait que la clientèle va chez vous au quotidien, que vous en côtoyez beaucoup. J'aimerais ça savoir, c'est quoi les attentes de ces clients-là? De quoi ils vous parlent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin?
Est-ce qu'ils vous parlent de prix? Est-ce qu'ils vous parlent de portions? Est-ce qu'ils vous en parlent de l'environnement, du bien-être animal, de ce qu'on a parlé ce matin au niveau des conférences? C'est-tu quelque chose qui sont sensibles ou ils ont des questions très précises que vous allez pouvoir nous dire? Je dirais chez nous, c'est surtout le fait qu'on a bâti justement Face de bœuf est né de notre ferme à bœuf. Donc, c'est sûr que les gens, ça se parle quand même assez rapidement du bouche à l'oreille, de savoir que nous, on est là vraiment du veau à l'abattage. Donc, on fait vraiment la ligne complète. Donc, c'est sûr que les gens recherchent de plus en plus la provenance surtout. Puis, le deuxième point, c'est vraiment le bien-être animal. Ça, on l'entend souvent de plus en plus, justement, de savoir... on a souvent la question, est-ce que je mange un animal, un cochon heureux ou une vache heureuse? Donc, ça, on l'entend de plus en plus souvent pour notre part à nous. En fait, dans les trois ici, je suis probablement le plus généraliste des bouchers. Donc, mes boucheries se retrouvent dans des fruiteries qui sont plus grand marché que ces deux-là. Donc, je n'ai pas les mêmes clientèles que Pascal ni Sylvie. Ma clientèle est quand même une clientèle plutôt haut de gamme, je dirais moyen et haut de gamme. Donc, dans nos boucheries, on a toujours fait la part des choses pour aller chercher des produits le plus local possible, même si on n'est pas capable de faire ce que Pascal fait dans sa propre boucherie, parce qu'on a plus de gens à servir et parce qu'on n'est pas situé non plus sur l'île de Montréal, qui est un micro-marché, on va se le dire, là. Ayant des boucheries à Mascouche, à Boucherville et à Sherbrooke, puis même 2 à Sherbrooke, à 5 km de différence, il y a 2 marchés complètement différents. Donc, l'approche que Pascal a, j'aimerais bien la faire dans mes boucheries, mais c'est impensable. Donc, l'aspect, pourquoi les gens viennent chez nous, c'est surtout aller chercher de la qualité, mais on va s'entendre, la qualité pour un client, puis la qualité pour l'autre client d'à côté, la qualité pour son voisin, c'est 3 affaires différentes. Et s'il y a 10 personnes, ça va être 10 critères différents. Donc, chez nous, le sans antibiotiques, sans implant d'hormones que Sylvie produit, on l'a déjà testé. On l'a vendu pendant plusieurs années dans le bœuf avec la filière VSC. J'ai été le premier à vendre la première carcasse de VSC de Claude Laroche. Et on l'a perduré jusqu'à la fermeture des Viandes Laroche en 2015. Cependant, le facteur prix est très, très, très important, ce qui fait que tant que le VSC a été un prix raisonnable, compétitif, j'en ai vendu, ça a monté jusqu'à presque 25 % de mon volume bovin. Et ça a réduit jusqu'à 2 % 3 % dans les dernières années. Question facteur prix. Et on a décidé de se repositionner en travaillant un peu plus sur le local avec des prix plus raisonnables pour notre clientèle qui recherchait un prix produit plus intéressant. Donc, on travaille présentement. Je me suis impliqué dans le Bœuf Québec beaucoup depuis 2017 qui a été lancé, mais j'ai été consulté au départ du programme. Mais on n'est pas dans l'agriculture plus nichée que de ce qu'on parle aujourd'hui. On est vraiment plus dans une question de distance. Et ça fonctionne très bien pour nous. Donc, lorsque j'annonce Bœuf Québec, ça fonctionne bien. Lorsque je vais parler de poulet Volchard ou volaille des cantons qui fait référence à un secteur au Québec, ça fonctionne bien. Lorsque je travaille avec des produits où on va chercher un 20, 30, 40 % plus cher parce qu'il est nourri différemment, je vous dirais qu'on a une petite clientèle, mais pas suffisamment pour faire vivre notre commerce. Moi, évidemment, j'attire le type d'entreprise qu'on est. Donc, oui, la clientèle est très soucieuse. Puis oui, à Montréal, comme il disait, on est dans un marché. Des fois, je peux m'emballer, faire « Wow, OK, c'est le fun, il y a de quoi qui se passe, il y a un mouvement, on s'en va vers ça. » Mais il faut quand même rester 2 pieds sur terre. Je suis un commerce de quartier. Je suis une petite entreprise. Sauf que moi, je suis exposé à des agriculteurs passionnés qui veulent travailler différemment. J'ai une clientèle qui recherche ce type de produit-là. Donc, c'est sûr que moi, je vois un peu le maillon et c'est vraiment stimulant. Mais après ça, oui, je vois des clients qui rentrent à la boucherie aussi qui n'ont aucune idée où ils rentrent. C'est une boucherie. Puis ils vont même nous demander avec un œil suspicieux, là, ça vient d'où ça? Puis là,
Ah ben bienvenue à la maison, là. Si tu te questionnes sur d'où viennent tes aliments, bon, on va super bien s'entendre. Donc, mais oui, c'est vraiment une tendance qui est de plus en plus lourde, peut-être encore plus à Montréal, mais je demeure quand même une référence sur un petit marché. Mais on s'en va vers ça. Oui, l'empreinte environnementale, tout ça, c'est un sujet de l'heure, c'est un sujet chaud, encore plus avec ce qui se passe dernièrement. Donc, voilà. Ça répond à la question? Pascal, je vais recommencer la tournée vers toi, vu que tu es Montréal, vraiment. Je voudrais savoir si vous avez des clients qui arrivent avec des nouvelles demandes, des choses qui n'arrivaient pas avant. On a des nouveaux arrivants de plus en plus, des pièces de viande qui, possiblement, nous, on ne mange pas tant, mais eux aiment bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui se dessinent autant au niveau de la consommation avec les milléniaux qui ne consomment pas la même chose que nos grands-mères avec les grosses dindes puis les grosses pièces de viande? Est-ce qu'il y a des tendances que vous sentez venir qu'on pourrait voir un petit peu à l'avance? Bien, je dirais une tendance, c'est oui, l'offre qu'on a. C'en est une que je vois de plus en plus. Il y a de plus en plus de boucheries à Montréal qui vont offrir à différents niveaux d'extrémité ce qu'on fait. Mais sinon, je vois que la clientèle développe aussi une fierté à consommer différemment. De faire, ben oui, regarde, j'ai des rognons de bœuf dans la vitrine, il y a du cœur, il y a la langue, il y a tout ça à passer aussi. Donc, bon, la clientèle va se responsabiliser à dire, oui, je veux manger de la viande, ben c'était bien le fun de mon rib steak l'autre fois, ben là, je vais manger la langue. Nous aussi, c'est notre défi de rendre ça sexy. On veut manger de la viande, il faut se responsabiliser, il ne faut pas manger juste les parties nobles. Tout se mange. Il faut célébrer le fait de pouvoir juste mettre un peu de viande dans la bouche. Donc, c'est ça. Mais la clientèle s'en va vraiment vers là. Pascal a un peu raison au niveau des tendances. Là, dans notre cas, nous, on a choisi de miser sur la provenance plus que sur le pâturage, tout ça, parce qu'il y a une question d'approvisionnement qui est beaucoup plus simple pour nous. Et il y a tout l'enjeu d'équilibrage de carcasse, là, lorsqu'on travaille du bœuf en carcasse si tu réussis à passer juste des carcasses, bravo, c'est plus une profession de foi, là. Donc, l'équilibrage de carcasse est vraiment différent, mais ça fait quand même presque 30 ans que je coupe de la viande, malgré le babyface que vous me voyez, là. Donc, j'ai vu des tendances alimentaires vraiment changer. Les couples nobles qui se vendaient au début des années 90, début des années 2000, des ribs, des longes, aujourd'hui ne se vendent pratiquement plus en boucherie. Ça se vend beaucoup plus en restauration. Je dirais la mijoteuse, elle a pris une grande part du marché, ce qui fait que puis la hausse du prix du bœuf en 2014 a été un coup de massue pour la clientèle. Ça a vraiment été un onde de choc que j'avais jamais vu dans ma carrière. J'avais vu des augmentations de bœuf de 30% au début des années 2000, mais l'année 2014 a créé un changement radical au niveau de la consommation des aliments. Et c'est pas mal ça. Là, je pense que les muscles qui se vendaient aujourd'hui, ça n'a presque rien à voir avec ce qui se vendait même il y a 10 ans. La façon de le travailler a vraiment changé. C'est un bon point justement que Patrick a apporté. C'est sûr qu'avec la hausse du bœuf, justement, les gens ont vraiment changé au niveau des coupes, ces choses comme ça. Puis heureusement, justement, parce que chez nous, justement, étant donné qu'on travaille la carcasse de bœuf, c'est un défi, comme Pascal, de passer les coupes au complet. Malheureusement, nous, on n'est pas capable de l'équilibrer. Il manque des morceaux, en fait. Il nous manque des morceaux. Les bœufs, ils pourraient avoir beaucoup de filets mignons et choses. Mais dans les dernières... ouais. Dans les dernières années, heureusement, aussi, les chefs, les restaurations ont beaucoup changé aussi, ont vu le mouvement bouger. Donc, ça nous a favorisé aussi avec ça parce que ça leur a fait... Les gens deviennent de plus en plus épicuriens. Puis, ça nous aide parce que, justement, quand les restaurants vont sortir une nouvelle coupe, ça va faire changer les tendances aux gens, là. Quand Sylvie dit que les gens deviennent de plus en plus épicuriens, il faut quand même mettre un petit bémol là-dessus, c'est qu'on est des boucheries spécialisées. Donc, on va attirer ce genre de clientèle-là parce que je ne suis pas certain que le consommateur moyen devient de plus en plus épicurien. Il l'est quand il va à la restauration, peut-être, mais on ramasse quand même
de par notre fonction de boucherie spécialisée, même si on a 3 lignes un petit peu différentes, la crème de la clientèle, là, c'est qu'on est des références pour nos clients, ce que le boucher de Provigo ou Maxi n'est pas. Là. Donc, c'est nous autres qui va ramasser ces épicuriens-là, contrairement à la boucherie de masse puis la majorité de la viande qui se mange. Là. C'est le fun, en tant qu'animatrice, on peut lancer des questions dont on n'aimerait pas répondre. Hein? Donc, je vais vous lancer celle-là. J'aimerais savoir ce que vous devez à tout prix éviter si vous ne voulez pas déplaire à votre clientèle. Et, Ben, on peut être dans les classiques, que ce soit pas frais et compagnie, c'est sûr. Quelqu'un qui a une mauvaise expérience. Dernièrement est arrivé un exemple, une dame qui est revenue, était venue, puis n'était jamais revenue, puis elle est revenue dernièrement, puis elle a dit « Ah, j'avais acheté un morceau de poulet, puis il sentait pas bon, je suis jamais revenu. » J'ai dit « Ouais, attendez une minute, là, ça se pourrait, dans notre rotation, quelque chose qui fonctionne pas bien, mais là, vous êtes dans une petite boucherie de proximité, on peut pas se sauver, là. C'est nous autres. Si vous venez me dire que c'est pas correct, je peux pas dire « Ah non, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. » Il faut s'assumer, c'est nous autres. C'est un contact. Il faut qu'il y ait un échange des deux côtés. Mais c'est juste un exemple pour dire que autant qu'on peut avoir des produits vraiment top à la boucherie, si on fait juste en échapper une, point de vue fraîcheur, ben là, oups, ça peut rester parce qu'à la boucherie, c'est pas bon. J'ai eu un poulet qui sentait pas bon un moment donné. Puis, fait que c'est vraiment important d'être là-dessus. Après ça, je dirais, nous, ce qui est vraiment pointu, c'est qu'on sensibilise beaucoup les gens, on communique beaucoup. Fait que c'est de ne pas être condescendant, c'est d'être dans le partage, dans la bonne humeur. On explique ce qu'on fait, on dénonce rien, on fait juste faire ce qu'on croit, ce qui nous passionne. Fait que c'est ça. Fait que puis aussi, quand on rentre à la boucherie, c'est quand même un lieu qui est quand même assez haut, les plafonds sont hauts, ça respire, il n'y a pas beaucoup de produits à vendre, c'est ça qui est un peu intense, c'est genre 2000 pieds carrés, puis on a juste un petit 8 pieds de comptoir pour vendre. Mais on a un méga bloc de bouchées où il y a genre 5-6 bouchées qui peuvent tourner en rond. Tu rentres, tu as la fesse de bœuf devant toi. Les gens peuvent être vraiment intimidés par rapport à ce qui se passe. Là, ils vont faire « OK, tu rentres dans le comptoir, c'est pas plein de steaks, ça va être un morceau d'intérieur de ronde, ça va être les morceaux du boucher qui vont être là. Fait que ça peut paraître comme une boucherie d'initié, une boucherie d'élite. Fait que c'est vraiment d'arriver, de prendre la personne par la main. « Hey, salut », d'être hyper chaleureux dans le partage, que cette personne-là se sente chez lui, malgré le fait qu'on voit qu'on est dans un autre environnement. Puis au niveau de déplaire, ben c'est ça, c'est sûr qu'on revient toujours au même point de départ, c'est au niveau de la carcasse. Au niveau de déplaire au client, ben c'est quand tu manques d'un item, ça c'est assez dur à rattraper. Donc il faut que tu joues vraiment bien du violon pour essayer de rattraper ton client, puis essayer de proposer d'autres choses. C'est pas évident toujours. Quand il y avait dans la tête de venir chercher une coupe en particulier, puis par pur hasard, t'en manques dans la même journée, ben c'est difficile. Oui. Des ruptures de stock, chez nous, c'est normal. Puis la clientèle le sait assez rapidement. Vous comprenez pourquoi il y a des ruptures de stock. Puis on va suivre aussi les saisonnalités. Il y a des produits qu'on va voir juste quelques fois dans l'année. Donc, fait que c'est ça. Fait que pour moi, les ruptures de stock, c'est quelque chose. Puis aussi, un autre truc qu'il ne faut pas faire, c'est vendre que le client ait la perception qu'il paye trop cher pour ce qu'il y a. Il faut être capable de l'expliquer. Pourquoi? Évidemment, les produits chez nous sont beaucoup plus chers qu'au supermarché. Fait que c'est d'expliquer la différence. Mais c'est de l'expliquer de façon... on n'a pas beaucoup de temps là, pour ne pas perdre la crédibilité devant le client. Fait que c'est vraiment de le dire. Faut que tu connaisses ta shit. C'est vraiment ça. Je vais profiter du fait qu'il y a beaucoup de producteurs versus les bouchers pour justement... tu as ouvert un petit peu la porte tantôt au niveau des approvisionnements. C'est quoi vos contraintes? Qu'est-ce qui vous cause problème au niveau de l'approvisionnement? Pourquoi il vous manque des pièces de viande? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous approvisionner auprès des producteurs? Parce que c'est le même problème, c'est ça, d'un à l'autre. On a tous, par exemple, justement, il y a des gens qui nous approchent justement pour détailler leur carcasse de bœuf, de savoir si on peut les écouler avec nous. Puis la première réponse que j'ai, c'est non, parce que malheureusement, déjà, nous, on en vend déjà ailleurs. Sauf que je me revire de bord, je leur demande, bien, écoute, si vous pouvez me vendre des pièces en surplus, je serais acheteuse, c'est sûr et certain, parce que du fait qu'on cherche toujours des produits locaux et tout, sauf qu'on a tous le même problème, c'est que on manque toutes les mêmes pièces en même temps. Donc, c'est le problème majeur en premier de la carcasse.
Bien, au niveau du bœuf, c'est exactement ce que Sylvie dit là. C'est, on manque de pièces. C'est pas vrai que je vends une carcasse égale. Et ce que Pascal fait, c'est vraiment génial. J'aimerais ça être capable de faire ça, mais dans les faits, mes clients n'achètent pas au prorata d'un demi-bœuf. Il y a un enjeu aussi de volume et je m'explique. J'ai une circulaire qui passe parce que mes bouchers sont tous dans des fruiteries, mais mon concessionnaire fait des circulaires et on annonce la viande à chaque semaine. Et je prends l'exemple, lorsque j'avais une boucherie, c'était pas très, très grave. On annonçait la poitrine de poulet en spécial et puis ça passait, voltigeur, ça n'en rendrait pas compte. À un moment donné, je suis monté on avait une douzaine de boucheries. Puis même encore aujourd'hui, parce que ceux que j'ai gardés, c'est ceux qui ont le plus de volume. Et puis aujourd'hui, je dois appeler Voltigeur ou Volaille des Cantons, qui est mon autre fournisseur de volaille, pour lui demander la permission pour faire un spécial. Parce qu'à un moment donné, il m'a rappelé et il dit « Tu réalises-tu que ce que tu viens de me demander là, c'est 2000 poulets de plus? » Non. Je réalise que moi, je t'ai demandé des caisses de poitrine de poulet, je t'ai pas demandé 2000 poulets de plus. Là. Donc, en ayant une augmentation de volume, parce que là, quand je cale un spécial, ça demande une gestion, j'ai fait OK. Donc, même la filière Bœuf Québec, que je travaille depuis un petit bout, bien, quand je veux avoir un spécial de cube à ragoût de bœuf, bien, ça me prend des extérieurs de ronde, bien, j'ai besoin de 2 palettes d'extérieurs de ronde, bien, il tue seulement 40 animaux par semaine. Ça prend une gestion où on est obligé de réserver les extérieurs de ronde pendant 2 semaines à l'abattage au complet pour être capable d'approvisionner nos magasins. Donc, c'est très, très compliqué de faire affaire. En fait, dans le bœuf, moi, c'était impensable de faire affaire directement avec un producteur pour approvisionner l'ensemble de mes boucheries. Je suis en train de travailler un projet pilote avec Jean-Marc Paradis et Marie-Claude Mainville, qui sont plus dans la région de Farnham, pour faire un projet où je vais être capable de dispatcher un certain nombre de carcasses, mais je ne serai jamais capable de travailler complètement avec un éleveur. Je pense, je ne sais pas trop quoi rajouter là-dessus, outre que, c'est ça, pour moi, c'est normal d'avoir ma clientèle le sait qu'ils n'auront pas nécessairement ce qu'ils veulent, quand ils viennent chez nous. Mais comme tu as dit, c'est vraiment une profession de foi qu'on fait. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'expliquer un peu mon parcours. C'est ça, c'est vraiment une profession de foi. Puis on s'est lancé là-dedans, puis il y a eu beaucoup d'ajustements au début pour vendre la carcasse au complet, créer des produits. OK, bon, là, j'ai trop de haché, bon, on va faire un sandwich de malade au pain et viande. Il va marcher, puis effectivement, ça l'aide à passer la viande hachée. C'est vraiment de trouver la façon qu'on va découper la carcasse, bien justement, l'été, les pièces à griller sont très populaires. On a juste 2 côtes, on a juste 2 filets, on a juste 2 bavettes. Bon, ben c'est quoi? Ben on va le défaire l'épaule au complet, on va aller chercher tout ce qu'il y a à griller là-dedans. On défait la surprise, on défait la macreuse, on va chercher tout ce qu'on peut. Fait que c'est ça, c'est vraiment une profession de foi. Puis c'est tout. En fait, chez nous, on a aussi essayé, on fait un peu ça à notre mesure, dans le sens que le Bœuf Québec, moi, j'y crois, puis je veux en vendre. Donc, M. Gascon, qui est le directeur général, je dirais que j'y parle à peu près 2 fois par semaine depuis 2 ans. Pour essayer, parce qu'il m'appelle, dit « Pat, es-tu capable de m'aider? J'ai des roll shocks cette semaine, es-tu capable de m'en prendre 40 caisses? » Là, je fais « Ouais, OK, j'y crois, donc je vais trouver une solution. » Donc, on a développé des Denver Steak, on a développé des Delmonico pour être capable de travailler le paleron. Au lieu d'en vendre une caisse par semaine par boucherie, bien là, fallait que je monte cette semaine-là, fallait que je monte à 40 caisses. Donc, on réussit à faire des miracles pour équilibrer l'ensemble du projet, parce que, comme je disais, en magasin, moi, je ne suis pas capable d'acheter en carcasse, puis de toute façon, c'est pas le but du Bœuf Québec. Le but du Bœuf Québec, c'est d'être capable de passer la carcasse et pas de l'équilibrer en boucherie. Donc, moi, je l'aide de cette façon-là. On parle de viande, d'élevage depuis ce matin, mais quand on regarde les journaux, quand on lit les articles sur l'alimentation, ce qu'on voit en premier, c'est l'augmentation de la consommation des protéines végétales, les légumineuses, les fruits, les légumes, les gens de plus en plus végétariens. C'est un peu plate de parler de ça, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les journaux. En examinant les sites Internet de nos bouchers, j'ai été surprise et je trouvais ça très agréable, je te fixe.
de voir la mission de l'entreprise de Pascal, qui est manger moins de viande. Pour un boucher, c'est quand même spécial, mais choisissez la mieux. Donc, je vais lui laisser expliquer sa mission d'entreprise qui va un petit peu avec ce qu'on voit dans les médias et le végétarisme. Ouais, je vous l'ai pas dit. C'est ça notre slogan qui est écrit partout. Oui, c'est ça. Ben, on sait de plus en plus que la consommation de viande, elle a les conséquences qui viennent avec. Les études le prouvent. Si on rajoute cette couche-là d'impact par rapport à la production industrielle de viande, ben c'est ça. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sol, c'est ça. J'ai 2 petites filles, on essaie de laisser un monde meilleur après nous. Pour moi, c'est important de faire tout ce que je peux de mon vivant pour aller pour travailler dans ce sens-là. Donc, c'est ça. J'ai peut-être plus de points en commun avec les végétariens que d'autres bouchers, même, je dirais. À la maison, on mange beaucoup de légumes. Ma blonde, elle cuisine, c'est elle qui s'occupe des légumes tout le temps, c'est sûr. Oui, il y a d'autres types de protéines, puis même à la boucherie, puis on s'en va plus vers ça, même d'essayer de faire on fait une saucisse qu'on va faire moitié tofu bio, moitié viande. On va essayer de travailler d'autres types de protéines. C'est de voir la viande comme un assaisonnement aussi, que ce soit peut-être pas le centre de l'assiette, mais qu'il y ait plein de légumes avec des copeaux de bacon ou de lard, je ne sais pas quoi. Mais oui, de laisser moins de place à la viande dans l'assiette, ça fait partie de notre démarche. C'est pour ça que je pense qu'à Montréal, c'est possible aussi, parce qu'on a un large bassin autour de nous. Ça prend on demeure un marché de niche. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. On va sortir 5 % juste pour donner l'exemple. Bien, ça prend 5 % de 1 million de personnes pour être capable de faire vivre ma boutique. Je dis n'importe quoi, mais juste pour... Les gens sont à pied à Montréal pour magasiner. Donc, lorsqu'on a une boucherie, puis qu'on fait bien notre travail, puis qu'on est apprécié des gens à côté, ils prennent pas les autos à Montréal. Et ça, je le vis parce que je dessert des clients au niveau de ma charcuterie. Le client montréalais est très captif. Une fois que tu as fait le travail avec eux, ils reviennent la semaine d'après. Tu as raison, partiellement. Du fait que oui, il y a beaucoup de monde qui viennent à pied, mais ça, c'est la plus grande surprise et peut-être... l'opportunité qui se présente pour le futur de la boucherie, c'est qu'on est devenu une boucherie de destination également. J'ai des gens qui partent de loin pour venir chercher la viande parce qu'il n'y en a pas beaucoup de boucheries qui travaillent dans l'optique qu'on fait présentement. Donc, j'ai eu des travaux pendant tout l'été devant chez nous. Ça a été le bordel pour les livraisons. C'est fou. Fait que c'est là que j'ai réalisé. Puis, malgré tout, je suis en croissance. Donc, on est vraiment content. Mais là, les travaux viennent de finir. Puis là, je vois toute la clientèle qui venait de plus loin, de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, qui là se déplace. Puis, on avait hâte que ça finisse. On est revenu. Puis, ils appelaient pour voir si c'est fini. Non, OK, on va revenir un autre tantôt. Fait que oui, à cause du créneau, on est aussi une boucherie de destination. Puis, c'est ma plus grande surprise de l'histoire de la boucherie. Mais oui, on est une boucherie de quartier, puis c'est ceux qui viennent à pied qui nous fait vivre en premier. En fait, la tendance de fond de la réduction des consommations de viande, c'est profond, c'est tangible et c'est concret. On réussit quand même à avoir des belles augmentations de viande de vente dans nos marchés parce que je pense que le slogan que Pascal a, mangez-en moins, mais mangez-en mieux, là, c'est à peu près ça. C'est probablement ça qui va démarquer un peu la viande dans les prochaines années. Le consommateur cherche la qualité, donc pour eux, il faut que ça goûte bon. Et si on réussit à faire un burger végétal qui finit par goûter bon, même si c'est pas de la viande, ils vont en acheter. Donc, de rester sur ces positions en disant « wow, mais c'est pas de la viande », c'est pas winner. Donc, on doit revaloriser la viande adéquatement pour être capable de maintenir nos marchés et probablement aller de plus en plus niché. Je pense que c'est une tendance de fond. La viande de commodité, comme qu'on la voit là, en fait, on le voit, là, l'élevage bovin a chuté de moitié en 10 ans, là, à peu près, là, au Québec, puis c'est partout mondialement, ça réduit. Donc, c'est une tendance de fond. Pourquoi on réussit à avoir des augmentations? C'est parce qu'on se niche. Donc, c'est probablement une des tendances qu'il va falloir respecter dans le futur.
Le slogan de Pascal ne peut pas être plus actuel, en fait. C'est sûr qu'avec le végétarisme qui gagne de plus en plus en popularité, on est quand même chanceux, nous, malgré tout, quand même, même titre que Patrick. Les ventes vont quand même bien, sont en hausse malgré tout, mais on le voit vraiment qu'autant le végétarisme monte, qu'autant que, justement, que les gens cherchent de plus en plus à savoir, justement, de où viennent leurs viandes, puis qui encourage et quoi qui encourage aussi comme agriculture. Donc, ça, là-dessus, on voit vraiment que ça s'en va en rétissant vers cette direction-là. Donc, c'est un bien pour ceux qui vont aller se spécialiser justement au niveau du bœuf à l'herbe, au niveau d'un produit vraiment de qualité au lieu de masse, là. Même si on a, aujourd'hui, là, même si j'ai dans une boucherie, mettons, 3000 clients qui viennent par semaine, bien, le 3000 clients que j'ai versus le 3000 clients, il y a 10 ans, ils mangent moins de viande, là. Même moi, je me fais prendre au jeu un peu comme Pascal disait, c'est que moi-même, j'en mange un peu moins parce que, nos rythmes de vie ont changé, on découvre d'autres choses, donc on est en compétition. Vous êtes en compétition avec les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Une épicerie, il y a 15 ans, avait, je pense, c'est 10 000 produits. Aujourd'hui, il y en a 30 000. Bien, c'est pas vrai que ces 30 000 produits-là se vendent autant que les 10 000 qu'il y avait il y a 10-15 ans. La viande fait partie de ce mouvement-là, si on veut. Puis les allergies alimentaires, même si les gens comprennent pas c'est quoi manger santé vraiment, là, en général, sont très friands de ce qu'ils peuvent penser être santé. Donc, la consommation bovine, c'est souvent décrié pour l'arthrite, pour ceux qui font de l'endométriose, des femmes qui font de l'endométriose, etc., etc. Il y a plusieurs mal qui commencent à être liés à la viande bovine, puis vient affecter forcément, quand vous avez une conjointe qui fait de l'endométriose, puis son médecin dit de se laquer à la viande rouge, bien, le conjoint puis les enfants aussi en mangent moins, parce que c'est souvent la maman qui fait à manger à la maison. Fait que tout ça a un impact global et majeur, c'est vraiment un mouvement de fond. On est rendu en fin de journée. J'aime ça, cette petite partie-là. Je vais vous demander une question, mais en fait, je vais vous demander, vous allez trouver que vous mettez une petite étoile sur le chandail, une petite gommette que vous trouvez bon, puis vous avez raison de le faire. Pourquoi le client va chez vous plutôt que d'aller chez Costco, de commander en ligne ou dans une grande entreprise internationale? Ou pourquoi il va aller dans votre petite boucherie à vous? Je le répète encore une fois, je pense que ce que je peux être le plus fier là-dessus, c'est qu'on a bâti, que nos clients sont fiers d'encourager notre entreprise du fait qu'ils savent qu'ils encouragent une famille de la région. Ils savent qu'avec le volume qu'on a, on fait tourner, on engage des employés du coin, on fait tourner, ça revient vraiment dans la région. Fait que ça, je pense, pour ma part, c'est ma fierté là-dessus de pouvoir dire que vraiment qu'on passe le bœuf sur toute la chaîne pratiquement, là, à part l'abattage. De mon côté, j'ai appris avec mon père et Clément Jacques à travailler notre notoriété. Donc, je travaille la mienne, on s'entend. Là. Puis je pense, sans prétention, être devenu une référence de la viande à Sherbrooke. À Montréal, je suis personne. À Rive-Sud, je suis personne. À Trois-Rivières, je suis personne. Mais à Sherbrooke, je suis une référence. Donc, les journalistes m'appellent lorsqu'ils ont des questions sur l'alimentation. Donc, forcément, ça devient un atout ou une visibilité pour mon commerce. Le service à la clientèle, nous, on s'arrange pour donner au client ce qu'il veut, mais en respectant nos lignes de base on essaie de travailler de plus en plus local. Donc, le poulet, je suis presque à 90% de mon poulet dans mes magasins qui est du Québec, principalement volaille de grain. Le porc, on ne travaille que du porc du Québec, même si je ne fais pas affaire directement avec un producteur. Puis le bœuf, même si c'est plus difficile, on essaie de l'inclure pour essayer de vendre. Et j'aimerais ça être capable de faire un move 100% bœuf Québec éventuellement. Donc, c'est l'éducation puis le fait que le client, quand il vient chez nous, il se sent écouté et on comble son besoin. Ben oui, la qualité, c'est le service à la clientèle, c'est tellement important. L'authenticité, la façon que je recrute à la boucherie, c'est
C'est des gens qui sont capables de parler avec la clientèle, qui ont ça à cœur. C'est important de sentir, tu sais, un commerce, c'est un vecteur de convivialité, de faire vivre un quartier. Fait que c'est hyper important d'avoir l'entre-gens, d'être capable de parler, puis de ne pas le faker. Après ça, oui, les gens viennent chez nous aussi, vous comprenez, à cause de ce qu'on offre comme produit. Les gens veulent entendre parler d'agriculture, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Sont contents quand on parle, qu'on met des prénoms derrière les agriculteurs, quand il y a des photos qui circulent dans la boucherie, il y a où on voit les fermes. Sur chaque étiquette, si j'ai un bœuf de Jean-Philippe Leblanco, c'est écrit. Ça vient d'où? Si ça vient de chez Gert, voilà, c'est Ferme Dorée, c'est du Berkshire. Tout est transparent, puis on en parle. Puis après ça, c'est d'évoluer. La clientèle adore aussi le fait qu'on évolue avec les fermiers avec qui on travaille. Je ne possède pas la vérité. J'évolue moi-même au rythme de mes producteurs. Ensemble, on essaie de trouver quelque chose qui fonctionne mieux. Il faut l'expliquer. Les poulets que je vends à la boucherie, c'est du poulet dégelé le 3/4 du temps. Parce que présentement, on n'en a pas de poulet qui va à l'extérieur. C'est un peu notre défi, c'est d'en accumuler beaucoup au congélateur, mais on évolue. Puis là, déjà, les poulets qu'on avait jusqu'à cette année, c'est des poulets qui ne sont pas au pâturage, mais qui ont un accès à l'extérieur, qui peuvent picosser samedi dehors. Mais déjà, l'année prochaine, on monte d'une autre coche, on s'en va vraiment gestion au pâturage, ça va monter. Si je n'ai pas cette proximité-là avec les fermiers, on ne peut pas se partager où on veut aller tout le monde en même temps. Donc, je pense que c'est tout pour ça que les gens viennent chez nous. Avant de vous laisser la parole et vous pourrez leur poser des questions, je vais poser une dernière question qui, naturellement, n'était pas sur le papier. Donc, avec les médias sociaux, Facebook, Twitter, nommez-les, là, il y en a. J'ai vu que vous aviez tous un site Internet. J'ai vu que je pitonnais dans le fond de la salle aujourd'hui et beaucoup d'entre vous ont des sites Internet. Certains y portent une grande importance, d'autres moins d'importance. J'aimerais savoir, vous avez pignon sur rue, mais quelle importance les médias sociaux entrent et pensez-vous que ça va évoluer dans le temps? Est-ce qu'on doit investir du temps dans ces médias-là pour aller chercher une clientèle ou pour se définir en tant qu'entreprise? Oui, entièrement. Surtout, on parle au niveau de Facebook, c'est une belle page de visibilité qui nous donne au niveau des photos. Les photos parlent d'elles-mêmes, justement, quand les gens voient au niveau des troupeaux, comment ils sont, au niveau de l'extérieur, qui sont extérieurs à l'année, les veaux sont avec leur mère, des choses comme ça. C'est vraiment une belle transparence qui paraît devant les clients. Fait que ça, c'est quelque chose qui aide énormément de pouvoir, justement, démontrer vraiment le produit qu'on vend, là. Les réseaux sociaux sont un outil, sont aussi, je dirais, dangereux parce que les extrémistes sont très, très, très forts sur les médias sociaux. Donc, lorsqu'il y a un vegan qui va aller commenter sur votre page parce qu'il vous a vu une photo avec à côté d'un derrière de bœuf que vous êtes en train de descendre, là, ça fait boule de neige avec les anti-viandes. Par contre, c'est pas tout le monde qui sont extrémistes sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je m'en sers aussi pour faire croître notre notoriété que je parlais tantôt, mais aussi pour envoyer des messages que même si la viande pollue, c'est aussi un ruminant, c'est aussi une machine à recycler, là. Ce que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est pas vrai qu'on ne fait que déboiser pour faire du bœuf. Là. Ça mange quand même les déchets de patates qu'on parlait tantôt, la drèche de bière, etc., etc. Puis ça, les gens ne le savent pas. Donc, il y a un volet éducatif. Moi, quand je pogne une étude qui est plus pro-viande un peu, puis qui vient défaire toutes les autres études, parce qu'il y a toujours un juste milieu à avoir, mais je ne me gêne pas pour la partager, puis faire comprendre aux gens que la viande, oui, il y a des problématiques liées à la surconsommation de viande, mais c'est pas l'antéchrist, là. Ça fait partie intégrante de la raison du succès de l'entreprise. La première journée qu'on a ouvert la boucherie, on avait déjà une centaine de clients sans même avoir annoncé qu'on ouvrait cette journée-là. C'est à cause qu'on a réussi à créer le buzz qui était derrière ça. Donc, je vous présente la gestionnaire des réseaux sociaux de la boucherie, juste là-bas. Gérer ça, ça s'improvise pas. Moi, je serais pas capable. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande un savoir-faire aussi, je dirais. Nous, comment qu'on fonctionne? On fait plus du storytelling. Donc, à la boucherie, il n'y a pas de spéciaux du tout, là. C'est vraiment, vous prenez ce qu'on a disponible, puis c'est ça. Mais vraiment, peut-être qu'à l'heure où on se parle, il y a une photo de moi en train de vous parler. Oui, on me dit oui. C'est ça, c'est d'expliquer la dynamique qui est derrière. Quand je vais voir des fermiers, justement, on met le fermier en valeur quand on veut parler
des fois, il va y avoir des photos de viande, des fois, telle coupe, mais on parle presque, pas beaucoup de viande. C'est vraiment parler de l'histoire, comment qu'on gère, parler des enjeux, on va relier des articles. Mais oui, c'est super important. Puis oui, on peut s'exposer peut-être à des critiques d'extrémistes. Ça ne m'est pas arrivé encore. Je m'en attends, ça va arriver. Mais ça fait partie du jeu. Là. Mais ce que je dirais, c'est que oui, c'est super important, mais on ne peut pas s'improviser. Merci. Je laisserai la place si vous avez des questions à leur poser. Bonjour. Est-ce que, selon vous, la couleur du gras sur la viande, dans la viande, particulièrement sur la viande, est-ce que c'est un critère de vos consommateurs? C'est un critère encore. Puis les gens connaissent pas ça. Ils connaissent comment je vous dirais, ce qu'ils ont appris puis ce qu'on leur a appris à le faire. Donc le bœuf, le gras blanc, c'est pas un gras qui est naturel. On entend. Normalement, il devrait être un peu plus coloré, mais les gens sont habitués d'avoir du gras blanc. Donc, pour le commun des mortels, la couleur du gras a encore une influence majeure. La couleur de la fibre de la viande aussi a une influence. Puis, tu sais, souvent, je me vends pourquoi lui est plus foncé puis lui est plus pâle, mais je leur explique, tu sais, les êtres humains, il y en a des plus foncés, il y en a des plus pâles, puis bon, ben ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, là. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye de leur expliquer. C'est pas des clous. Tu sais, de la viande, c'est pas des clous. Des clous, c'est toute la même longueur, toute le même diamètre, tout pareil, mais de la viande, c'est du vivant. Donc, c'est la même affaire d'un fruit et légumes, d'ailleurs, là. Donc, oui, ça a une importance. Oui, bien, voilà un an, quasiment jour pour jour, j'étais ici aussi, fait que pour parler justement de ça, oui, un animal, un bœuf, un ruminant, plus il mange de l'herbe, plus son gras va être jaune. C'est peut-être pas... il doit y avoir des exceptions, on travaille avec du vivant quand même, ça évolue, mais moi, il y a toujours une petite coloration, puis ma clientèle, c'est un gage de qualité. Si elle est un petit peu jaunâtre, OK, il n'est pas en train de m'avoir, là, c'est vraiment du bœuf à l'herbe que je mange. C'est excellent, c'est parce qu'il est éduqué. Chez nous, je pourrais dire que les clients sont assez habitués, ils se fient à notre discours, ils ont été habitués. Au tout début, ils le demandaient justement pourquoi il y avait une différence, des fois au niveau du gras, mais surtout des fois au niveau des couleurs, justement, au niveau de, Patrick en a parlé, mais au niveau des saisons, au niveau de ce que le bœuf va manger. Donc, c'est sûr, d'un à l'autre, ça va changer. Fait que je dirais qu'ils sont quand même... ça passe bien quand même. Là. Moi, j'ai une question pour le patient, parce que tu l'as dit tantôt. C'est vraiment ça? Pas du tout. Le micro fonctionne pas fort. Parlez juste plus proche. Tu dis que tu utilises du museau à la queue. J'aimerais ça que tu me dises vraiment comment tu utilises ça. Est-ce qu'il te reste des choses après? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec les carcasses? OK. Ça va être aussi selon l'inspiration du moment, mais on va dire, OK, prenons un porc. Tiens. Alors, oui, le museau, les oreilles, on les déshydrate, on va faire des bonbons pour les chiens avec ça. Les foies de bœuf, j'ai toujours les foies, des fois, j'arrive pas à les vendre. Ça aussi, on les déshydrate, on fait des petits bonbons pour les chats. Tous les os, ben oui, on fait des sauces, on fait beaucoup de glace. Il y a toujours un énorme chaudron, on retire les os, ça mijote pendant 24 heures, on réduit, on vend ça comme glace. Des os, présentement, là, j'en manque. Puis on fait que de la carcasse, là, c'est impressionnant. Là. L'été, par contre, c'est une autre affaire. Il faut qu'on y aille de créativité pour passer tous les os, parce que les gens mangent moins de soupe. Là, mais l'hiver, c'est vraiment le fun de voir les gens qui consomment les os comme ça. Le gras, ben, comme je disais, on fait des savons, mais nos cuissons à la boucherie aussi, on va faire fondre le gras de bœuf, le gras de porc, on va cuisiner avec. Quoi d'autre? Avec la couenne, on va faire des chicharrones, donc c'est comme l'espèce de chips. Quand, au Mexique, on mange ça dans la rue, fait qu'on déshydrate, on les frit dans le gras de porc encore. Donc, c'est ça, c'est d'être avec la tête. On fait des porchettas de tête en charcuterie. On fait nos propres charcuteries aussi. On va faire des têtes fromagées, c'est de s'arranger qu'elles soient super bonnes aussi. J'ai-tu oublié de quoi? C'est ça. Ça répond-tu à la question? Super. Juste une question technique. C'est beaucoup plus facile de faire un bœuf à l'herbe de 20 mois. Et on peut le faire à 30 mois aussi. C'est la différence entre 600 livres de carcasse et 800 livres de carcasse. Qu'est-ce que vous autres, vous voulez?
En fait, moi, ce que j'avais répondu, parce que la question est souvent posée par les éleveurs, qu'est-ce que vous voulez comme bœuf? On va vous le faire, là, tu sais. Je pense pas qu'il y ait de... En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas tant de bonnes réponses que ça. Au niveau de la grosseur, là, on est capable de s'ajuster assez facilement. On a appris à travailler sur des carcasses de 700 à 800 livres, parce que c'est ça que j'ai travaillé toute ma vie, parce que c'est ça qui est sur le marché. Mais tu sais, si le bœuf était un peu plus gros, un peu plus petit, on réussirait à le vendre pareil. Au niveau de la rentabilité, c'est sûr que plus le bœuf est gros, plus l'animal est gros, plus c'est rentable pour nous, parce que au niveau de la main-d'œuvre, désosser un bœuf de 600 livres, désosser un bœuf de 800 livres, c'est le même temps. Mais sinon, en tout cas, de mon point de vue, on est capable de s'ajuster un peu à ça, là. Moi, j'aime les animaux qui sont plus vieux pour différentes raisons. C'est un animal qui va être plus mature, donc encore plus de goût, va peut-être avoir un petit peu plus de mâche, mais c'est ça que je veux me distinguer de ce qui se passe justement d'un bœuf qui est standardisé, qui goûte toujours la même chose. C'est pour moi, on travaille avec du vivant. C'est normal que ça évolue un peu, ça peut être un petit peu mieux, un petit peu moins bien, mais après ça, c'est ça qui est le fun de travailler avec les producteurs. C'est que s'il y a quelque chose qui va pas bien, bien là, on le dit, puis là, on essaie de trouver ensemble la raison pourquoi que c'est comme ça. Mais oui, j'aime ça quand c'est plus vieux, ça a plus de personnalité. C'est là qu'on va vraiment voir l'impact. J'en parlais tantôt avec Guy. C'est Guy. C'est là qu'on va voir le savoir-faire de l'agriculteur. Plus l'animal est jeune, plus il est élevé, puis il n'y aura pas l'impact. Une viande qui goûte, une viande qui a une identité, qui a une personnalité. C'est pour ça que c'est important que les animaux aillent dehors, qu'ils mangent aussi ce qui se retrouve là. C'est là toute la notion de terroir où elle est. Si on veut un produit identitaire, pourquoi que le bœuf en Abitibi goûte ça? Pourquoi que le bœuf à un autre endroit goûte ça? C'est à cause de l'herbe qui est là, c'est à cause du savoir-faire de l'agriculteur. Pour moi, c'est ça. T'sais, on veut manger une viande qui a une personnalité. Fait que quand c'est plus gros, donc plus vieux, moi j'aime ça quand ça a plus que 2 ans. Les gens dans le bœuf ici le savent. Oui, ça a plus de goût. Puis je rajouterais là-dessus aussi, c'est vers ça que je m'en vais aussi, c'est trouver le rôle de la viande. C'est là, on parlait tantôt de l'agneau des Hauts-Vallons. Pourquoi ils font de l'agneau? Ils sont peut-être passionnés d'agneau, mais leur régionalité, la géographie où ils sont présentement, ils ne peuvent pas faire d'autres. C'est difficile de faire une culture maraîchère ou quelque chose. Fait que leur sol a vraiment une grande valeur pour faire du pâturage comme ils font présentement. Fait que c'est ça. C'est de ramener quelque chose. Si on produit juste un animal qui vit à l'intérieur, qui mange quelque chose qui est standardisé, donc on peut prendre cette production-là, on va aller la foutre ailleurs en Abitibi ou je ne sais pas trop quoi, ça va goûter la même affaire. Le territoire n'aura pas parlé dans la qualité du produit. Bien là, on s'approche de plus en plus d'une alimentation qui n'a pas d'identité. Je dirais que les deux l'ont vraiment bien résumé. C'est sûr que nous, comme notre côté, justement, au niveau de l'expertise et le producteur et le transformateur, justement, on va pousser vraiment la carcasse du 750-800 livres, justement, parce que, comme Patrick l'a dit, c'est le même travail, une carcasse de 600 ou 800, c'est pratiquement le même job, donc c'est plus rentable pour nous. Puis au niveau de la finition, au niveau de la ferme aussi, là, plus qui est pesant, c'est plus rentable pour nous de notre côté aussi. Après ça, on va payer le prix. Oui, alors j'avais une petite question. En fait, tantôt vous parliez de la diminution de la consommation de viande, mais vous avez seulement parlé du bœuf. Est-ce que vous avez vu des tendances, exemple, on entend beaucoup parler plus diminution de viande rouge, mais augmentation des viandes blanches? Je ne sais pas si dans vos boucheries, vous avez vu cette tendance-là, ou c'est vraiment une tendance pour toutes les viandes qui sont en diminution dans vos boucheries? De notre côté, nous, ça a quand même été assez stable. Je dirais du fait que, justement, au niveau de l'approvisionnement, ils savent que les gens que c'est local, donc ça a un bel impact pour ça. De mon côté, je vous dirais, au niveau des... j'en parlais justement à Sylvie, là, les gibiers, tout ce qui vient de gibier, ça a réduit beaucoup avec les années. Je prends l'exemple de notre plus grosse boucherie au coin King Jacques-Cartier à Sherbrooke. On vendait 7 agneaux par semaine, là, une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a de la misère d'en vendre 3, je dirais plus 2. Parce qu'une question facteur prix, le gibier a vraiment, l'agneau, même si ce n'est pas un gibier, rentre dans cette catégorie-là au niveau de la boucherie. Là. Ça a vraiment réduit. Le canard s'en sort bien, mais au niveau de la consommation de viande, il faut quand même
dire qu'on est des boucheries spécialisées. Donc, tu sais, on parle de réduction du bœuf. Bien, les épiceries vont vous dire qu'ils vendent moins de bœuf. Moi, je ne vous dirai pas ça. Je ne vends pas moins de bœuf. Aujourd'hui, ça reste encore un produit d'appel fort en boucherie. Donc, c'est pas vrai qu'on vend moins de bœuf actuellement que je le vendais en 2013. Je le vends différemment. On a besoin d'un peu plus de mise en marché, mais les gens qui veulent avoir des viandes de qualité vont venir dans nos boucheries respectives. Donc, on n'en vend pas moins. La volaille, ce que je pourrais vous dire, c'est plus on s'approche des régions, des secteurs qui sont haut de gamme, là, ou qui sont plus nantis, on va vendre beaucoup plus de poulet que de bœuf ou le porc. Le porc, c'est direct, là. Les régions plus pauvres vont vendre beaucoup de porc, les régions plus riches vont vendre moins de porc. Mais il n'y a pas... en boucherie, je ne sens pas ça. Ce que je vous dis là, c'est des constatations sur le marché et non pas en magasin, là. Oui, en termes de volume de vente, c'est le bœuf aussi qu'on vend le plus. Après ça, porc, poulet, j'aurais de la misère à le mettre en priorité, là, mais le bœuf, ça demeure quand même qu'on vend le plus. Même quand j'ai fait les projections d'achat avant même d'ouvrir, avant même de savoir que Pascal Le Boucher allait être finalement rentable et fonctionner, avec mon comptable, on faisait vraiment les projections, puis je mettais le bœuf quand même au top, puis je disais « Voyons donc, ça marche pas, ton discours, ça va être ça pareil. » Puis c'est ce qui arrive. Vous parliez en fait d'identité ou de l'achat local ou bref, de différenciation de produits. Ma question, c'est à savoir, est-ce que vos clients sont du type statu quo? Je m'explique, exemple par rapport à la qualité. Le cas typique d'un rib steak, on va aller acheter un prime ou un triple A, et puis on travaille avec des petits élevages ou des trucs différents, des façons de produire différentes, et puis une semaine ou un mois plus tard, on arrive avec un double A. Est-ce que le client s'adapte ou c'est votre job d'y expliquer que, bref, on n'a pas un produit pareil cette semaine-ci ou ce mois-ci? Je pense que tu connais ma réponse. Mais c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de triple A, double A ou je ne sais pas quoi. Non. C'est le bœuf des frères Leblanc qu'on a cette semaine, puis c'est ça que ça a donné. Fait que, mais à l'herbe, c'est, quoique M. Carl pourrait dire le contraire, mais faire du gras avec de l'herbe, c'est aussi un savoir-faire. C'est pas la chose la plus facile à faire. Faut avoir le territoire qui le permet, il faut avoir la richesse de protéines. Puis après ça, je suis pas un spécialiste de pâturage, mais bref, mais ça va fluctuer. Si on veut travailler avec une alimentation en fonction des saisons, en fonction de la nature, ce qu'elle nous offre, c'est normal que le produit va évoluer. Fait que non, ma clientèle, même un client va rentrer, ouais, t'as-tu du 18,55? Bienvenue chez Pascal Le Boucher. Bon, vous comprendrez que Pascal est une exception, puis moi, j'admire vraiment ce qu'il fait, là, honnêtement, là. Moi, dans mon cas, la stabilité du produit est importante. Les gens veulent avoir... S'ils ont trouvé un beefsteak Boston bon, ils s'attendent à avoir la même chose la semaine prochaine quand ils vont avoir le goût d'en manger un. Au niveau de la charcuterie, parce que je vous ai dit que j'avais un volet de charcuterie, la stabilité du produit est hyper importante parce que ma fesse de porc, si elle n'a pas le même taux de gras, si elle n'a pas le même pH, ça ne fonctionne pas. L'injection n'aura pas la même réaction. Donc, tout ce qui est transformation alimentaire, surtout lorsqu'on travaille, tu sais, faire de la saucisse, c'est assez simple. Lorsqu'on travaille avec des injections puis des processus un peu plus compliqués, la fermentation, séchage et tout ça, là, ça devient ultra sensible. Donc, vraiment, la régularité, elle a un impact là. Par contre, on est capable de faire évoluer les choses parce que sinon, j'en aurais jamais vendu de VSC dans ma vie, là. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de faire bouger les choses puis qu'en tant que boucher, on n'est pas capable d'influencer notre clientèle. Pascal, une boucherie qui est quand même assez jeune, donc il a créé un modèle d'affaires différent. Donc, aujourd'hui, il est capable de dire, regarde, moi, j'ai fait ça, ça a marché. Demain matin, là, je prends mes boucheries, puis je dis, moi, je vais comme Pascal, là, vous allez me retrouver au chômage, ça ne sera pas bien long, parce que ma clientèle n'est pas habituée à ça. Donc, moi, je fais virer le Titanic, là. C'est pour ça que j'ai quitté l'entreprise familiale. C'est ça. Il fallait repartir avec un nouveau concept.
C'est impossible. C'est impossible. Sylvie, eux autres aussi sont un peu plus jeunes que nous, mais encore là, ils ont une boucherie que ça fait quand même presque 8 ans. Là. Donc, demain matin, ils veulent arriver avec des nouveaux produits. Ça prend. Oups, la clientèle qui est habituée d'aller là va sûrement être moins flexible qu'elle peut l'être chez Pascal. Là. Puis, en effet, des fois, de notre côté, même, on le voit quasiment comme un avantage, justement, que le bœuf ne soit pas pareil d'un à l'autre. Parce que, justement, au niveau de la clientèle, tu as tellement des clients différents. Il y a une trace de blanc, tu le perds. Puis l'autre, au contraire, s'il n'est pas à moitié blanc, il ne l'achètera pas. Fait que c'est quasiment un avantage d'une carcasse à l'autre, puis d'une race à l'autre aussi qu'on a chez nous, parce qu'on travaille un petit peu avec quelques différentes races. Justement, sur le volume qu'on va avoir par semaine, on va des fois avoir 2 modèles différents. Donc, c'est un avantage parce qu'on vient qu'à connaître nos clients, puis on sait qu'écoute, lui, là, c'est sûr, s'il passe, il faut qu'on ne l'échappe pas, c'est ce morceau-là qu'il cherche, tandis que l'autre, c'est l'inverse. S'il y a du blanc, là, tu le perds totalement. Fait que c'est quasiment le contraire, c'est quasiment un avantage. Il faut aussi, les gens ont de plus en plus accès à de l'information, mais ça ne veut pas dire qu'elles comprennent tout. Donc, on parlait de Prime puis de AAA, tout ça. Ben moi, je ne sais pas combien de fois je me suis fait demander du bœuf haché AAA extra maigre. Là, tu regardes la madame, bon, par où je commence, là? Parce qu'on est loin, on est loin, elle ne comprend pas ce qu'elle achète, là. Donc, ça fait partie des explications qu'on a à fournir, là. Oui, j'aimerais savoir votre opinion. Est-ce qu'on assiste à une tendance lourde ou des modes, justement, par rapport au persillage? Il y en a qui mangent du Angus, il y en a qui commencent à vouloir essayer du Wagyu. Puis par rapport à la saveur, justement, l'influence du persillage sur la saveur, selon votre expérience, parce que l'animal persillé, savoureux, il peut se faire à 11 mois comme à 30 mois à 850 carcasses. Ça a un gros impact sur l'environnement. J'aimerais vous entendre là-dessus. On s'entend au Québec, on mange des races anglo-saxonnes, donc puis on a appris, on est à côté des États-Unis, puis les États-Unis aiment ça le gras, puis ils aiment ça le persillage. Là, 15 ans, moi, tu m'aurais demandé c'est quoi je voulais mettre dans mes comptoirs. Il n'était pas question qu'on mette du AAA parce que de toute façon, il y en avait très peu à cette époque-là. On mettait du AA parce que les gens voulaient acheter, ils achètent avec les yeux et ils achètent maigre en boucherie. En tout cas, dans ma boucherie. Donc, ça prend un petit peu... oui, il y a des tendances sur le AAA, mais comme je l'expliquais, ils ne comprennent pas nécessairement que AAA égale persillage égale plus gras. C'est du marketing et quand tu leur expliques que tu peux avoir du AAA qui n'est pas Angus, là, ou qui n'est pas la certification Angus, mais que de toute façon, il est presque tout le temps croisé avec un Angus, là, ils ne comprennent plus rien. Donc, oui, ça a une influence, mais... souvent, je vais donner un exemple. La madame, elle s'en va à la brasserie. Elle demande un roast beef. Il serve un faux filet. Puis là, il était bon, puis il était tendre, puis il était extraordinaire. Puis là, tu lui sors la côte AAA. Ah, même trop gras, ça. Je ne mangerais pas ça, moi. Ben, c'est ça que tu as mangé à la brasserie, mais il est cuit, il est brun, puis tu ne l'as pas vu qu'il était gras comme ça. Donc, en boucherie, on a cette... Ils achètent avec les yeux, puis avec leur perception, puis leur connaissance. Moi-même, là, j'ai visité beaucoup de fermes, j'ai visité beaucoup d'abattoirs, j'ai fait beaucoup de cycles. Je pense que j'en connais un bout sur la viande, mais je ne sais pas c'est quoi de faire de l'élevage. J'en ai jamais fait dans ma vie. Puis je me perds un peu dans le cycle de vie d'un animal. Fait que le consommateur là, qui pense que le lait vient de naturel et non pas d'une vache, il ne comprend pas ça, là. Je dirais que j'ai une clientèle qui aime ça plus maigre. La majorité aime ça quand il y a un persillage aussi. Puis je le vois, il y a des clients qui vont ressortir aussi parce que mon bœuf n'est pas assez gras. C'est ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est par rapport au positionnement qu'on a. Ça ne fait pas beaucoup de gras. J'ai un bœuf Wagyu F1 que je vends à la boucherie qui vient de Fredo à Saint-Antoine-de-Tilly. Lui, il va être nourri à près 85-90% d'herbe et foin et ensilage. Et il va avoir, il fait aussi de la culture des grandes cultures, donc il va avoir un peu de maïs et de soya biologique qu'il produit sur la ferme pour augmenter un peu le persillage du Wagyu. À la base, je pensais vraiment pas tenir du Wagyu à la boucherie à cause du fait que c'est bonjour les céréales, c'est fini à des pourcentages incroyables de céréales.
jusqu'à temps que je rencontre Frédéric qui m'expliquait un peu comment il travaillait. Puis je voyais que j'avais une clientèle qui voulait ça aussi. Fait que, OK, si on y va avec une ration de grains qui s'explique, ben, j'ai décidé d'aller de l'avant avec. Mais les amateurs de Wagyu qui viennent chez nous, ils le trouvent pas bien gras, mon Wagyu, mais pour moi, il est parfait. Fait que oui, il y a une tendance. Le gras, ça va rajouter de la jutosité. Ça va. Quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup de talent pour cuire sa viande, ben il risque de moins la manquer si elle est plus grasse, parce que justement le gras va fondre, va rajouter de la jutosité au produit. Est-ce qu'une viande plus maigre, ben oui, il faut plus d'encadrement auprès du client pour lui expliquer, OK, là, c'est vraiment important que tu sales ta viande, peut-être 24 heures avant la cuisson. Après ça, tu y vas à feu très, très vif, arrose-la avec le gras de cuisson. Temps de repos, super important, de vraiment l'encadrer jusqu'à la fin, que son steak soit dans l'assiette. Ça fait partie de notre travail aussi. Peut-être que vous allez me répondre la même chose, c'est-à-dire que ça dépend vraiment du client, mais est-ce que vous voyez une tendance vers la progression des charcuteries ou une régression des charcuteries en général? Oui, ben j'en vends bien, mais en même temps, c'est que là, il y a vraiment le lien de confiance qui est là. J'ai un petit frigo, puis la boucherie, c'est vraiment petit budget, je le répète. On a ouvert avec pas beaucoup de sous, puis on continue à rouler avec ce qu'on peut. Fait que j'ai un ancien frigo à lait, 2 portes, qu'on a mis un déshumidificateur maison, on a crinqué un peu la température, puis ben, on fait nos jambons crus, nos copas, tout ça là-dedans. Fait que c'est à la vue des gens, donc ça stimule, ça rend les gens en confiance, ils voient que c'est fait avec notre part. Dans la boutique. On demande beaucoup la notion de nitrite et compagnie. On s'assure qu'il n'y en ait pas. Les gens sont sensibilisés à ça. J'essaie de travailler sans nitrite. Je travaille sans nitrite, mais des fois, je me questionne sur... Charcutier, c'est un autre métier également. Moi, je suis boucher à la base et c'est vraiment par passion et même par nécessité de bien valoriser l'animal qu'on est allé développer les charcuteries. Mais je suis en train de me dire, si à un moment donné, je me lance dans un saucisson, ben là, je ne veux pas empoisonner personne. Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit peu de nitrite ou j'en fais pas. Ça va dépendre. Mais bref, on voit qu'il y a un aspect santé. Quand on mange des charcuteries, c'est pas parce que c'est bon pour la santé, c'est parce que c'est bon dans la bouche. Fait qu'on en mange une fois de temps en temps. On en est conscient quand on le mange, puis voilà. Bon, là, vous avez un charcutier en avant de vous, donc moi, je vais vous dire, la charcuterie est en train d'évoluer. Ce que moi, je sens, c'est qu'il y a un clivage qui est en train de se passer au niveau de la charcuterie, c'est qu'il y a du haut de gamme qui se dessine et qui s'en va de plus en plus pointu, et il y a du bas de gamme qui va rester la majorité du marché. Le charcuterie du milieu, comme qu'on mangeait il y a 20 ans, existe de moins en moins. Moi, je suis dans la charcuterie traditionnelle principalement, donc c'est du jambon. L'utilisation de nitrite fait partie de la base. Même, en fait, c'est illégal de vendre un produit un jambon sans nitrite. Là. On a des normes à respecter. Même ceux qui disent qu'il est sans nitrite, ben c'est sans nitrite ajouté. Donc, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est très, très touché. Mais moi, je pense que la même chose que le slogan de Pascal est toujours bon, mangez-en moins, mangez-en mieux. Moi, je m'en vais vers le haut de gamme. Fait que mes jambons, c'est tout du 20-22% de protéines. Puis je ne dérogerai pas de ça en tout cas pas dans mes commerces. Si jamais j'en fais pour des sous-traitants, ben là, je verrai. Mais pas dans mes commerces, c'est sûr que je n'irai pas dans le bas de gamme. Là. Ça ressemble pas mal à Patrick, ce qu'il a dit justement au niveau des charcuteries, c'est pas mal en même temps, pas mal le même mouvement que la viande. C'est vraiment les gens vont chercher justement une qualité au lieu d'une quantité. Donc, on est vraiment appelé à se spécialiser dans une certaine sorte ou de qualité supérieure au lieu du volume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on remercierait les 3 panélistes